qui a été organisé de manière impromptue et de manière, j'allais dire, sur le vif, a rassemblé du monde et nous l'avons ramené jusqu'au niveau du siège de l'UFDG à Hamdallahi. Mais tout ça s'est passé dans le calme et la sérénité. Et au niveau des hauteurs de Bambeto, nous avons été escortés à partir de ce moment-là par le commandant Thieboro qui était venu et a encadré la foule jusqu'au niveau du siège de l'UFDG. Donc, cela était un test pour savoir si oui ou non, est-ce que la société guinéenne était mûre pour pouvoir exprimer ses attentes ou bien c'était la léthargie totale. Donc, ça, c'est un événement test qui a permis dans nos têtes de se dire qu'on est en capacité de rassembler du monde le jour où on décidera de répondre au CNDD lorsqu'il a rassemblé du monde au niveau du Palais du Peuple. Bien, la période de carême a été une période qui a permis de garder une certaine sérénité et de préparer le lundi 28 septembre 2009. Bien. Permettez-moi de boire un... Allez-y. Donc les conditions politiques, les conditions de la mobilisation étaient plus ou moins réunies et nous avons préparé l'organisation de la manifestation de manière relativement sereine. Bien. Qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? Je saute les péripéties qui ont amené jusqu'à la préparation, mais l'ensemble des forces vives étaient préparées à participer. Bon, à la dernière minute, il faut dire que certains se sont désistés. Les organisations syndicales et certaines organisations de la société civile qui devaient payer leur quote-part pour l'organisation de la manifestation ne se sont pas montrés à la dernière minute. En parenthèse, cela n'a pas empêché les leaders de ces organisations à être les ministres des forces vives par la suite. Mais ça n'a pas tellement d'importance par rapport à l'objet de de cette déclaration. Donc, j'en viens un peu avant, parce que j'ai entendu beaucoup de choses concernant la participation, oui ou non, de certains responsables à l'organisation du 28 septembre 2009. Je dois préciser que nous avions expressément indiqué que tous les premiers responsables de toutes les formations politiques, principalement, devaient être à Conakry pour participer à cette manifestation. Et c'était extrêmement important puisque nous avions eu en 92 un effet contraire qui avait fait qu'au moment où il fallait lutter pour l'émergence de la conférence nation souveraine, à la dernière minute, certains responsables s'étaient éparpillés un peu partout dans le pays et ce qui était prévu n'a pas pu se faire. Bref, donc nous tenions à ce que tous les premiers responsables soient au Conakry. Lorsque j'ai constaté que le président Alpha Condé n'était pas présent, j'ai appelé M. Diané, qui était le secrétaire permanent du RPG, pour lui demander est-ce que oui ou non le président du RPG sera à Conakry. Il dit qu'il est aux États-Unis, il assiste comme observateur à l'Assemblée générale des Nations unies qui intervient très souvent au courant du mois de septembre. Alors je lui ai dit, il faut dire à M. Alpha Condé
de manière solennelle, de faire une déclaration sur les ondes pour exprimer la participation et la solidarité du RPG par rapport à la manifestation qui était projetée. C'est ce que le président Alpha Condé a fait sur les ondes de RFI, je crois le dimanche matin, si ma mémoire est bonne. Mais cette déclaration a été faite pour exprimer la solidarité et la participation du RPG à la manifestation du 28 septembre 2009. Donc, sinon, tous les autres responsables étaient présents et il n'y a pas eu de doute sur cette question. Donc, la journée du matin, il pleuvait, il y avait une fine pluie et nous avions indiqué que nous devions nous retrouver chez le doyen Jean-Marie Doré dès la première heure. Ça, c'est un. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais dire qu'est-ce qui était projeté. Pourquoi le 28 septembre? Le 28 septembre, ce n'était pas choisi fortuitement. C'était pour nous de rendre hommage à cette journée du 28 septembre 1958 où la Guinée a opté pour l'indépendance en disant non à la colonisation. Le 28 septembre 2009, de manière claire, nous voulions que le 28 septembre 2009 soit, disons, l'autre versant du 28 septembre 1958, c'est-à-dire non à la dictature et oui à la démocratie. Et l'objectif, c'était pas de, comment on appelle ça, de sortir pour qu'il y ait des dégâts. Nous avions indiqué de manière formelle que ce sera une manifestation pacifique. Et nous avions interdit à tout le monde d'être muni de sachets ou quoi que ce soit qui aurait pu porter, qui aurait donné d'autres idées à certains qui croyaient que les gens transportaient soit des armes blanches ou autres. Donc tout le monde devait venir les mains nues au stade, aux abords du stade du 28 septembre, aux abords du 28 septembre. Donc ça c'est. Et pourquoi le 28 septembre? Le 28 septembre 1958, c'était un référendum. Les gens ont voté pour dire non à la colonisation. Le 28 septembre 2009, l'objet, c'était de montrer, suite à la déclaration du président Wade, que l'écrasante majorité de la population guinéenne ne voulait pas du tout d'une candidature militaire à la présidentielle et que les engagements qui ont été formulés devraient être respectés. Et donc, ce référendum, c'était par le nombre, par la présence et par la masse qui devrait venir de tous les côtés. Du côté de Kaloum, du côté de Matoto, de Madina, du côté de Ratoma, tout devait déferler pour se retrouver à l'esplanade du Palais du Peuple, à l'esplanade du 28 septembre, pour tenir un meeting à ce niveau-là. Bien entendu, nous avions envoyé des lettres d'information à la municipalité de Dixine le 23 septembre pour les informer de l'organisation de cette manifestation pacifique. Et ils nous ont répondu et une lettre analogue a été envoyée au ministère de la Jeunesse et des Sports puisque l'esplanade du 28 septembre était une zone qui relevait des compétences de la direction du stade du 28 septembre. Donc, l'objet, c'était de se retrouver au niveau de l'esplanade et 2 camions qui transportaient des conteneurs étaient mobilisés pour ce jour-là, être prédisposés à ce niveau-là avec des haut-parleurs pour que le meeting de sensibilisation puisse se faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu, les camions sont venus tardivement,
tellement la foule était compacte, ils n'ont pas pu se présenter. Bref, je reviens au départ. Donc, chez le doyen Jean-Marie Doré, nous nous sommes tous retrouvés à ce niveau-là le matin à partir de 8 heures. Et tout le monde était présent, sauf le président du RPG qui, pour les raisons que j'ai avancées tout à l'heure, n'était pas là. Et le doyen Jean-Marie Doré était un peu réticent pour aller au stade, parce que des confidences qui ont été formulées, il aurait reçu soit des menaces la nuit, et le président de l'UFR également a indiqué qu'il a reçu tardivement un coup de fil lui demandant de surseoir à la manifestation. Donc, il y avait des tractations pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quand j'ai constaté cela, en concertation avec d'autres responsables, nous nous sommes dit, puisque les leaders religieux, semble-t-il, devaient venir pour faire la médiation, pour ne pas rester dans la cour du doyen Jean-Marie Doré, alors que la foule était en train de s'amasser du côté aux alentours du stade un peu partout, nous avons dit, vaut mieux laisser le doyen Jean-Marie Doré, avec une ou deux personnes, attendre l'arrivée des prélats et des religieux pour discuter. Nous, il faut qu'on sorte pour aller à la rencontre de la population. C'est ce qui a été fait. Arrivé au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser, nous nous sommes rencontrés avec un cortège, un dispositif mis en place par le commandant Tchebrou. Et des pourparlers ont commencé pendant des minutes. Je ne peux pas dire combien de minutes ça a pris, mais nous avons fait durer le processus pour permettre à la grande foule qui devait déferler des collines de Ratoma pour que celle-ci puisse arriver. Et lorsque ces colonnes se sont présentées avec, disons, une foule extrêmement nombreuse, et le dispositif a sauté et sans concertation, nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade. Bon, il y avait des jets de pierre, bien entendu, mais arrivé au niveau de l'esplanade, personnellement, j'étais surpris que nous avons été happés par une foule qui nous a portés sur leur dos et nous a fait rentrer à l'intérieur du stade. Intérieurement, pour moi, ce n'était pas ça qui était prévu, parce que le stade n'était pas en principe ouvert. Donc, j'avais conscience qu'être enfermé dans une souricière avec tout ce monde-là présentait des dangers. Mais bref, il n'était pas possible de faire marche arrière, et donc on a été happés et on nous a fait rentrer dans le stade. Beaucoup de gens croyaient que l'objectif c'était d'entrer dans le stade, parce que le fait d'entrer dans le stade, c'était considéré comme si on a gagné la bataille. Et bon, c'est la raison pour laquelle certains jeunes, lorsqu'ils sont arrivés à l'intérieur, se sont mis à prier sur la pelouse. Les autres responsables nous sommes montés sur les gradins, et quelques temps après, il y a eu des tentatives de tenir des discours, mais ce n'était tellement inaudible puisqu'il y avait tellement de monde, tellement de bruit. C'est quelque temps après, il y a eu des détonations de grenades lacrymogènes qui sont jetées, et je ne peux pas dire de manière précise qu'est-ce qui a précédé, parce que les souvenirs se sont estompés après le temps, et les conditions dans lesquelles nous étions à ce moment-là ne permettaient pas d'avoir un film exact de la manière dont les choses se sont passées. Mais je dois dire que lorsque j'étais au niveau des gradins, au moment où les autres étaient en train de parler, j'ai remarqué que deux jeunes
contrairement à ce que nous avions indiqué, avait comme un masque de fer. Ça m'a étonné. Et un autre qui était avec lui avait autre chose qui semblait bizarre dans le cadre de ce que nous avions indiqué comme dispositif à prendre. Et donc, mais je n'ai pas accordé tellement d'importance. Peut-être je me suis dit c'est une question d'habitude. Mais ceci, ça m'a fait tiquer qu'il y a quelque chose qui est anormal avec ces deux jeunes. Je leur ai dit, pourquoi vous amenez ça? Bon, ils n'ont pas répondu. Mais bref, donc c'est dans ce processus que les détonations, les grenades lacrymogènes et des coups de feu qu'on a entendus et on a vu comme des petits moineaux, la plupart des gens qui étaient au niveau de la pelouse, chacun cherchant à fuir pour quelque chose dont, personnellement, je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait. C'est dans ce cadre, quelque temps après, on a vu des militaires, principalement des bérets rouges, venir au niveau de là où les responsables étaient en face des responsables pour demander à ce qu'on descende. Intérieurement, j'ai dit, ils sont venus nous arrêter. Bon, ça ne m'a pas inquiété puisque je me suis dit, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas du tout de la manière, leur habillement n'était pas conforme à l'habillement des forces de défense et de sécurité, parce que c'était bigarré, il y avait du tout. Et en descendant de la tribune à la queue-leu-leu, bon, moi j'étais un peu derrière, j'ai vu Ella Selou qui était en maille avec un policier, puisque je peux l'appeler policier, qui était habillé tout en noir, qui avait un ceinturon, et une bataille s'est engagée. Bon, c'est au cours de la descente vers la pelouse que j'ai reçu un coup sur la tête. Ça m'a sonné, mais ça ne m'a pas déstabilisé. Donc nous avons été regroupés et dans ce cadre, il y a un fusil était tombé, un militant de l'IFDG l'a pris, je lui ai intimé l'ordre de le déposer parce que c'était dangereux qu'on le voit avec le fusil et ça aurait pu être un prétexte pour nous canarder tout simplement parce que quelqu'un a pris un fusil qui était par terre. Heureusement, il a obtempéré et je pensais que cela n'était pas sûr, mais j'ai été surpris que mercredi dernier, que Fatoumata Bari ait relaté cette histoire. Donc, celui qui est venu, parce qu'on ne pouvait pas distinguer, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble, mais celui qui a exprimé de manière formelle, descendez, là, c'était le commandant Toumba Diakité. Les coups pleuvaient et je ne peux pas dire de manière précise ce qui s'est passé à côté de moi, puisque c'était une question de vie ou de mort et il fallait être lucide pour ne pas paniquer ou aller dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Monsieur Selou Dalein Diallo avait reçu des coups et il était à terre. Bon, c'est un coup de fusil avait blessé son garde-corps. Lorsque le commandant Toumba amenait les autres leaders pour les faire sortir de la pelouse, pour les amener, le fait que M. Diallo Selou était à terre, intérieurement, j'ai dit, je ne peux pas le laisser là.
Et je remercie Dieu de m'avoir donné toute la lucidité, de n'avoir pas paniqué et de ne l'avoir pas abandonné au niveau de la pelouse. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaye 3, malgré le fait que ce dernier avait reçu un coup et que son bras était cassé, de m'aider à prendre Ella Selou et de le sortir d'ici. L'autre équipe, avec les leaders, était déjà partie. Nous nous sommes retrouvés derrière et malgré les coups qui pleuvaient, nous avons réussi à le sortir de la pelouse et on était toujours à l'intérieur de l'espace du stade du 28 septembre, mais pas au niveau de la pelouse. On était poursuivis par des gars qui avaient des armes blanches et un qui avait vraiment un long bâton et qui était en train de vouloir nous asséner, nous assommer avec cela. Bien, c'est à ce moment-là que j'ai aperçu le colonel Thieboro qui entrait dans le stade, mais qui s'avançait tranquillement. Comme je le connais, et je lui ai fait signe, il est venu vers nous. Lorsqu'il est venu vers nous, ceux qui nous agressaient avaient cherché autre chose à faire. Et à ce moment-là, le colonel Thieboro a pris sa responsabilité en nous prenant en charge et il a ailé quelqu'un que je considère comme étant un des éléments garde-corps de M. Sidya Touré, de venir nous aider pour prendre M. Cellou Dalein Diallo et avec Ablaye 3 et pour qu'on puisse sortir du stade. C'est comme ça qu'on est sorti. Au moment où on sortait, il y avait un attroupement, disons des jeunes garçons, des jeunes étaient agglutinés un peu avant la sortie. Et l'image qui m'a le plus frappé, c'était le fait qu'un petit garçon a levé la main et il y avait un militaire qui avait un fusil et qui les mettait en joue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont réussi à sortir ou pas? Mais c'est l'image qui m'a le plus traumatisé par rapport aux événements du 28 septembre. Ce n'était pas une violence avérée, ouverte, mais un petit garçon levant la main, ça, à chaque fois que j'y pense, je suis fortement ému. Ceci dit, on est sorti et on s'est retrouvé à l'esplanade pour aller vers la jupe du colonel Thieboro. J'ai vu au niveau de l'esplanade une femme qui se débattait et qui était entourée par des hommes en uniforme et qui était en train, disons, de vouloir lui tirer le pagne et de la mettre nue. Et ça, je suis formel là-dessus, c'était comme si c'était un petit animal qui était au milieu et des garnements se mettaient à jouer avec elle en essayant de la mettre nue. Nous sommes montés dans la Jeep et le colonel s'est dirigé vers Kaloum. Lorsqu'on a dépassé l'entrée de l'université, nous avons rencontré un cortège, disons, toute la hiérarchie policière du directeur général et d'autres. Ils se sont arrêtés et le colonel s'est arrêté et ils sont venus nous entourer pour s'enquérir de la situation. Ils ont vu ceux qui étaient au niveau de la Jeep et pour ne pas altérer et dire des choses que, avec le temps qui se sont estompées, ils se sont, quelque temps après,
Et nous avons continué, et eux, ils ont continué vers le stade. La rue était... Il n'y avait personne. C'était vide, et nous sommes arrivés à la clinique Ambroise Paré. On nous a fait descendre, surtout c'est Ella Selou qui était évanoui. Moi, Ablaye III et le garde-corps de M. Sidya Touré, nous étions lucides. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la clinique, les médecins commençaient à s'affairer. C'est entre-temps qu'un monsieur, un militaire ou quelqu'un qui avait un t-shirt noir et un pantalon bien baraqué avec une arme, accompagné d'un autre qui était un peu plus, j'allais dire, potelé, qui avait un ceinturon de balles avec des grenades qui perlaient au niveau de ces ceinturons. Ils ont dit, si on ne nous fait pas sortir, ils vont jeter une grenade à l'intérieur de la clinique. Ça a créé la panique et on était obligés, et les médecins étaient obligés de nous aider pour reprendre Ella Selou, qui était encore évanouie, pour nous mettre dans la Jeep. Mais ce qui m'a le plus, à ce moment-là, frappé, je me suis rendu compte que le colonel Tchebro n'avait aucune autorité sur eux. Je m'étais dit, comment se fait-il que lui, qui est colonel, et que d'autres viennent et lui donnent des instructions sans qu'il ne puisse réagir? Et dans ma tête, c'était quelque chose qui n'était pas du tout normal. Mais bref, le colonel Tchebro nous a repris dans sa Jeep et nous nous sommes dirigés vers la ville. Arrivé à un carrefour, je crois, juste au niveau de la Banque centrale, et c'est comme s'il hésitait, et par la suite, il a bifurqué directement vers le camp Samori Touré. C'est au niveau du camp Samori Touré, on nous a amenés au niveau de du dispensaire, et médecin militaire nous a pris en charge, et c'était Dr Bangoura, qui, je crois, d'après, il semblerait, c'était le frère de l'ancien colonel Panival, qui nous a pris en charge, qui nous a soignés. À ce niveau-là, on était restés à 3. Moi, Ella Selou et Ablaye III. Comme j'avais des blessures au niveau de la tête, et Ablaye III avait son bras qui était cassé, mais à ce moment-là, c'est comme s'il n'avait pas pris conscience que son bras était cassé. Bon, moi et lui, nous nous sommes retrouvés au niveau de la véranda. Après, je lui ai dit, puisqu'on n'a pas l'air d'être surveillé, j'ai dit à Ablaye III, il faut partir, essaye de partir. Nous allons rester. C'est comme ça qu'Ablaye III est parti. Nous, Ella Selou et moi, nous sommes restés. Mais quelque chose m'a interloqué. À un moment donné, j'ai vu un grand camion qui avait un camion militaire qui est rentré dans le couloir. Ça m'a intrigué, mais je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bref, je signale ça au passage. Et dans l'après-midi, on nous a demandé de quitter comment on appelle ça, l'infirmerie du camp Samori Touré, et on nous a amenés à la clinique Pasteur. C'est là-bas où on a su que tous les autres responsables des forces vives étaient déjà hospitalisés. Donc, à ce niveau-là, nous sommes restés, les soins, et nous avons pris contact avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, parce que depuis la sortie du stade, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il allait advenir de nous, mais c'est à ce niveau-là que nous avons commencé à reprendre un peu d'espoir, et pendant 2 ou 3 jours, on est resté là-bas jusqu'à ce que, disons, des
circonstances fasse que, personnellement, je suis sorti et je suis resté en Guinée, et que d'autres, dès leur sortie, ont pu être évacués du pays pour aller à l'étranger. Voilà, peut-être il y a des aspects qui mériteraient d'être explicités, mais comme c'est une introduction générale, voilà ce qui s'est passé à mon niveau lors de la journée du 28 septembre 2009. Je rappelle au tribunal que je suis parmi ceux qui ont été convoqués le 3 décembre 2009 par la commission